Donc, je vais vous présenter l'intervention sur les déboulonnages de statues dans l'espace public vers une remise en question de la pérennité des monuments. Donc, c'est une intervention qui va porter sur les déboulonnages de statues. Je vais commencer par me présenter. Donc, je viens de finir je m'appelle Jules Descamps, je viens de finir un master en histoire de l'art moderne et contemporain à l'université de Montpellier 3. Et je viens de finir un mémoire de recherche qui portait sur la série des Monuments de Thomas Hirschhorn et qui questionnait le fait que Thomas établissait un nouveau type de monument dans l'espace public. Donc c'est une étude qui a porté sur cette série d'œuvres, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de cette série d'œuvres, je vais vous parler des déboulonnages et je vais commencer par introduire les termes du sujet. Je vais présenter d'abord le terme de monument. Il y a une définition qui a été importante dans mon mémoire de recherche et qui est souvent utilisée en histoire de l'art et en histoire pour désigner les monuments. C'est la définition qui a été faite par l'historien de l'art autrichien Alois Riegel et qui se rapporte à l'origine latine du mot. Donc historiquement, le monument, ça vient de monumentum et ça date du Xe siècle. Et cette définition, elle est présente dans l'ouvrage Le culte moderne des monuments, qui est un ouvrage référence pour les monuments. Et je vais juste vous lire la citation. Donc, par monument, au sens le plus ancien et véritablement originel du terme, on entend une œuvre créée de la main de l'homme et édifiée dans le but précis de conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou telle destinée. Donc ce qui va surtout nous intéresser pour cette conférence, c'est la fin de la citation, le fait de conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir d'une action ou d'une destinée. Et donc je vais continuer par définir les termes. Le terme de déboulonnage, je pense que vous savez déjà un peu ce que c'est, mais ici on parle de déboulonnage et d'autres actions iconoclastes. Donc ce qu'il faut comprendre dans les déboulonnages, c'est qu'il y a aussi, qu'il n'y a pas simplement des déboulonnages dans les actions militantes, il y a aussi d'autres actions comme par exemple les graffitis, comme on peut le voir sur la statue de Léopold II, les empaquetages, les détournements, les voilements, les destructions partielles ou les destructions totales des monuments. Donc il y a plein de types d'actions qui peuvent être différentes sur les monuments. Et ensuite, la notion de pérennité, c'est un questionnement qui a été important dans mon mémoire de recherche, c'est de questionner le fait que les monuments visent à traverser les siècles, à défier le temps, et toujours en utilisant des matériaux durs, en utilisant la conservation patrimoniale, cherche à braver le temps. Donc c'est la notion de pérennité, elle est vivement critiquée par beaucoup de théoriciens des années 90, notamment le théoricien James E. Young, qui a été important dans mes recherches et dont on va parler dans la suite de la présentation. Donc je vais vous présenter un peu plus ses recherches et ce qu'il a critiqué justement dans cette pérennité. Donc on va voir 3 cas de déboulonnage et je vais commencer par contextualiser simplement quels sont les cas contemporains de déboulonnage, où en est-on au niveau de l'historiographie aussi des déboulonnages. Et donc j'aimerais simplement rappeler que si on s'intéresse aux sociétés contemporaines, l'histoire des déboulonnages commence avec la Révolution française et c'est considéré comme le début du phénomène, en fait, la Révolution française. Et donc les 4 traités qu'on va voir ici sont beaucoup plus récents et ils datent du XXIe siècle. Et en particulier, en fait, on voit depuis la fin de la décennie 1980, avec la chute du communisme, on a pu voir une chute des statuts de Marx, de Lénine, de Staline,
dans les pays de l'Est, mais aussi des déboulonnages de statues de Saddam Hussein en Irak, ou d'effigies monumentales de dictateurs lors des printemps arabes. Ici, on va s'intéresser à des monuments à des déboulonnages qui datent du milieu des années 2010 et qui ont fait l'objet de ces actions. Et c'est, contrairement aux déboulonnages que j'ai cités avant, c'est pas des déboulonnages qui sont liés à des révolutions, à des changements de régime, comme c'est le cas de beaucoup de déboulonnages, mais c'est des déboulonnages qui sont liés à des actions militantes, notamment Rhodes Must Fall, qui est à l'origine d'actions de déboulonnage. Donc je vais vous présenter ce mouvement. Donc Rhodes Must Fall, c'est une mobilisation étudiante qui est née à l'Université du Cap, en Afrique du Sud, à Cape Town, et qui avait pour demande le retrait de la statue de Cecil J. Rhodes, notamment pour le passé colonial de ce personnage, mais aussi pour d'autres raisons que je vais présenter. Mais Rhodes Must Fall, c'est un mouvement qui mêle une pensée à la fois antiraciste et des théories décoloniales. Donc le déboulonnage en question, il a eu lieu en mars 2015, on peut le voir juste ici sur la photo. Il a eu lieu en mars 2015 dans l'université de Cape Town. Et donc il y a eu plusieurs étapes avant qu'il y ait ce déboulonnage, il y a eu plusieurs actions. D'abord, il y a eu une première action, c'est qu'un étudiant, Maxwell Choumani, s'est fait filmer en train de jeter ses excréments sur la statue de Cecil J. Rhodes. Et à partir de cette vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, le mouvement il a pris beaucoup d'ampleur et les gens ont commencé à s'indigner contre cette statue et à poser la question de la pertinence d'avoir Cecil J. Rhodes dans l'espace public à Cape Town. Ensuite, il y a eu une deuxième action qui a eu lieu et c'était à partir de sacs poubelles en plastique. Le monument a été emballé de sacs poubelles en plastique. Donc je vous parlais par exemple des empaquetages, ça peut être un cas d'empaquetage. Et en avril 2015, après un mois de protestation, un accord a été trouvé avec l'université pour que la sculpture soit déboulonnée. Donc c'est comme on le voit, c'est juste ici. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube, c'est très impressionnant. Les mobilisations des étudiants et des gens de Cape Town autour de la statue au moment où elle est déboulonnée, ça ressemble à des scènes un peu révolutionnaires. Donc c'était un moment très important pour la ville, bien sûr. Aujourd'hui, cette statue, elle est en attente de trouver un lieu d'accueil. On va voir dans les monuments suivants que c'est une question qui se pose aussi, où sont collectionnées ensuite les statues, où elles prennent place. Donc elle est en attente d'un lieu d'accueil, mais le slogan Rhodes Must Fall, il continue d'être relayé sur les réseaux sociaux et en particulier sur tout le territoire sud-africain. Il y a eu d'autres actions sur d'autres monuments comme le monument d'une autre figure coloniale, Paul Kruger, à Pretoria. Et donc je vais revenir sur la figure de Cecil John Rhodes, parce que c'est important de présenter pourquoi ces déboulonnages ont eu lieu. Donc Cecil John Rhodes, c'était un homme politique, un homme d'affaires britannique du 19e siècle. Et il fut dans les années 1890 Premier ministre de la colonie du Cap et directeur de la British South Africa Company, une société minière. Et il fut directeur également de l'entreprise de diamants De Beers, qui était exploratrice de mines sud-africaines. Donc ces entreprises, elles sont installées, elles ont pris les terres des premiers habitants noirs d'Afrique du Sud. Et donc, ce qui fait de Cecil John Rhodes un acteur du régime ségrégationniste en place à l'époque. Et donc, en tant qu'impérialiste britannique, il a réalisé des missions aussi dans d'autres territoires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi les missions de son entreprise, la British South Africa Company, il y a une mission qui s'est passée au Zambie et au Zimbabwe. Et en fait, l'ancien nom de la Zambie et du Zimbabwe, c'est la Rhodésie. C'est la Rhodésie du Sud et la Rhodésie du Nord. Donc en fait, le nom de cette personne est allé jusqu'à prendre le nom d'un pays. Donc, ce qui est très fort. Et ce qui a suscité
ce qui fait partie des motifs de ce déboulonnage. Et donc en fait, Cecil John Rhodes, c'est une figure controversée parce qu'il a légué une partie il a légué toute sa fortune à l'université de Cape Town. Donc il a légué tout ce qu'il avait, tout l'argent qu'il avait récolté de ses entreprises. Et il a créé des bourses Rhodes. Donc les bourses Rhodes, elles permettent aux étudiants de Cape Town d'aller étudier à Oxford à Oxford simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une figure qui est défendue par certains comme quelqu'un qui a permis aux étudiants de voyager, d'aller chercher, d'aller travailler dans d'autres universités. Et donc voilà pourquoi c'est une figure controversée. Après, il y a aussi des nuances dans ces bourses parce que elles ont longtemps été ouvertes seulement aux hommes blancs. C'est à partir des années 70 où elles ont été ouvertes aux femmes et aux personnes racisées. Donc Rhodes, c'est un personnage très controversé et la statue qui lui a été dédiée, elle a été dédiée par rapport à ses bourses. Donc elle a été érigée en 1934 et elle a été construite pour remercier Cecil John Rhodes de ce legs foncier. Et elle a été réalisée par une sculptrice britannique, Et voilà, elle représente l'homme d'affaires dans une position du penseur de Rodin. Donc les yeux fixés vers l'horizon, le tout sur un haut piédestal en granit. Et sur le piédestal en question, il est écrit « Je rêve à travers les rochers, les landes et les pins, d'un empire vers le nord, d'une seule terre, de la tête de lion à la ligne de démarcation. » Voilà, une phrase plutôt impériale. Ensuite, pour simplement parler de ce mouvement de Rhodes Must Fall, c'est pas un mouvement qui s'est limité à l'Afrique du Sud. C'est un mouvement qui a aussi eu lieu à Oxford, qui s'est répandu à Oxford parce qu'il y a une statue de Cecil John Rhodes dans cette université. Et c'est un mouvement qui s'est répandu aussi dans d'autres pays ou sous d'autres formes, c'est-à-dire que pas forcément sous le même nom. Mais par exemple, la question de ce qu'on va faire des mémoriaux de Cecil John Rhodes en Zambie et en Zimbabwe, elle a été très vite réglée par les gens là-bas qui ont entièrement retiré tout le patrimoine de Rhodes et qui ont refusé de se voir imposer d'une certaine manière des sculptures et des mémoriaux à son effigie. Donc voilà, le Zimbabwe a entièrement effacé Rhodes de son paysage et la quasi-totalité des monuments et mémoriaux étaient démontés là-bas. Ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, et ensuite je vais y revenir sur cet aspect-là, mais c'est que Cecil John Rhodes, il était obsédé par son immortalité et par la manière dont il serait vu et célébré dans les années à venir. Donc il avait fait de nombreux préparatifs, notamment dans son domaine au Zimbabwe, pour être célébré, pour être vu, pour être célébré par les générations futures, pour laisser une trace dans l'histoire à travers ces monuments. Donc voilà, ça c'est le premier exemple de monument déboulonné et de mouvement de déboulonnage. Et c'est un exemple qui a influencé d'autres mouvements, notamment un mouvement qui est très connu qui s'appelle Black Lives Matter. Je ne vais pas trop revenir sur l'histoire de ce mouvement, je pense que vous connaissez un peu, mais simplement, ça a été fondé en 2013 aux États-Unis pour dénoncer les violences faites aux Afro-Américains par des citoyens et des policiers blancs. Et ça a été fondé en vue d'une dénonciation de la suprématie blanche. C'est un mouvement qui est né suite au drame de Charlottesville, qui a progressé, on va dire, suite au drame de Charlottesville. Et ça, c'est important parce que les drames de Charlottesville, c'est quand même un James Alex Fields, un militant d'ultra-droite qui fonce dans la foule au volant de sa voiture bélier, qui blesse 35 personnes, qui tue une femme
au nom de la défense de la statue de Robert Edward Lee. Donc là, on a vraiment une action très violente, meurtrière, au nom de la défense d'une statue dans l'espace public. Et cette statue, on va en voir un exemple, pas celui de Charlottesville, mais un autre. Et un exemple qui a lieu à Richmond, aux États-Unis. Mais simplement pour présenter Black Lives Matter, en 2020, c'est un mouvement qui a donné lieu à plus de 100 statues de personnalités qui ont été soit retirées par les pouvoirs publics, soit déboulonnées par les manifestants, ou simplement contestées ou vandalisées. Donc c'est un des plus gros exemples récents en termes de ce type d'action. Et donc je vais présenter cet exemple-là du déboulonnage de Richmond. C'est un déboulonnage. En fait, les déboulonnages de Black Lives Matter, tout ce qui se passe en 2020, ils font suite à la mort de George Floyd. Et c'est une ville, Richmond, qui est particulièrement militante et qui va être une des premières à déboulonner. Mais le déboulonnage, il fait souvent suite à plusieurs étapes. Donc d'abord, les premières étapes, c'est que le monument, il a été tagué. Donc je parlais des différents types d'actions qui sont possibles. Voilà, il a été tagué. On voit des inscriptions No More White Supremacy, Blood on Your Hands, ou America KKK. Voilà, je crois que c'est assez clair. Les graffitis étaient voués à entraîner le retrait de la statue et ils étaient en lien avec toutes les revendications du moment. Ensuite, il y a eu d'autres actions. Il y a eu d'autres actions comme des projections lumineuses qui ont été faites sur la statue de Robert Edward Lee, notamment avec le visage de George Floyd qu'on voit à gauche ici, mais avec d'autres visages aussi de penseurs, de figures noires, comme Frédéric Douglass, avec une citation. Et à ce moment-là, en fait, au moment où il y a les projections, au moment où il y a les écritures, le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, il ordonne le déboulonnage de cette statue, mais sa demande, elle est bloquée par le tribunal d'État. Et il va falloir à peu près un an. Il faudra attendre septembre 2021 pour que le tribunal accepte et que la statue soit déboulonnée. Donc, je vous invite aussi à voir les vidéos comme pour le déboulonnage qui a eu lieu en Afrique du Sud, parce que c'est très impressionnant. Et on va parler après aussi de l'envergure de la statue, parce que c'est des choses qui sont significatives aussi, la manière dont ces statues sont représentées, dont ces personnages sont représentés. Pour ce qui est de où a été collectionnée cette statue, elle a été transférée au Black History Museum and Cultural Center of Virginia. Donc voilà, là c'est un autre exemple où la statue n'a pas été, où la statue a été conservée dans un musée. Et de la même manière que pour le monument précédent, je vais revenir sur la figure de Robert Edward Lee. Donc, qui est Robert Edward Lee? C'est un général américain confédéré du 19e siècle. Donc, il y a énormément de statues, la plupart des statues qui sont attaquées par Black Lives Matter, c'est des généraux confédérés, c'est lié à l'armée confédérée. Donc lui, il était commandant de l'armée, c'est une figure très forte pour les confédérés. Il était commandant de l'armée de Virginie du Nord durant la guerre de sécession. Et il fut ensuite commandant des armées confédérées. Donc il a été un grand commandant d'armée, simplement. Et il a lutté avec les États du Sud pour préserver l'esclavage. Et il est devenu une légende sudiste pour ses prouesses stratégiques, à la fois ses offensives durant cette guerre. Et puis après la guerre de sécession, il est aussi devenu président du Washington College à Lexington, en Virginie. Et une nouvelle fois, on voit comment aussi, il ne s'agit pas seulement de statuts, mais comment les institutions peuvent être renommées. Parce qu'une fois qu'il a été président de cette université,
elle a été renommée Washington and Lee University. Donc il y a greffé son nom. Donc voilà, durant ces années, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, mais je ne vais pas revenir sur toute son histoire. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un personnage aussi qui a pris plus d'importance après sa mort et qui est devenu lié à des traditions mémorielles aux États-Unis, notamment à la tradition de la cause perdue, qui a été forgée par d'anciens confédérés et qu'il présente comme un brillant soldat chrétien qui n'a perdu qu'en raison des avantages de l'Union, donc du camp en face, les États du Nord, et parce que les États du Nord avaient plus de ressources, plus d'hommes aussi à leur disposition. Donc à partir de ça, c'est devenu une figure importante pour les États du Sud. Et donc voilà, ce monument-là, à Robert Edward Lee, il a été érigé à Richmond en 1890. Il a été réalisé par un sculpteur français qui s'appelle Antonin Mercier. Et je veux revenir sur la représentation de ce personnage, parce que c'est quand même très important. C'est une statue équestre qui a été réalisée en bronze, donc toujours des matériaux durs, et qui a été réalisée sur un piédestal de 12 mètres de haut. Donc c'est énorme. La statue fait 6 mètres de haut. Donc pareil, elle est énorme. Je vous invite toujours à voir les vidéos parce que c'est impressionnant. Et donc la ville de Richmond a réalisé cette commande en 1890, donc 20 ans après la mort de ce personnage. Donc ici on a des photos du portrait de l'inauguration de la statue en 1890 et de la statue avant qu'elle soit déboulonnée. Ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est qu'après que la statue soit déboulonnée, on a retrouvé une capsule temporelle dans le monument, dans le piédestal de la statue. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une boîte qui contenait des objets qui étaient destinés à arriver aux générations futures. Donc en fait, Robert Edward Lee avait prévu déjà la manière dont il serait célébré et avait prévu de transmettre des objets au sein d'un monument, ce qui est quand même très inédit. Et donc une fois que ce monument a été déboulonné, la boîte a été ouverte et les objets ont été déballés. Et parmi ces objets, on a trouvé beaucoup d'objets confédérés, du coup, mais notamment des billets de banque confédérés, des fragments d'obus d'une des batailles de la guerre de sécession, des badges de l'armée de Virginie, mais aussi des objets religieux comme une Bible ou des objets personnels comme des lettres. Donc on voit quand même que d'une manière différente, mais dans la même intention que Cecil J. Rhodes, on est face à un personnage qui souhaitait marquer les siècles futurs, qui souhaitait laisser un héritage et une trace qui soit perceptible. Je vais passer au troisième exemple de déboulonnage qui s'est passé en Martinique, et qui s'est passé en 2020. Donc ça s'est passé le 22 mai. Ici, il n'y a pas de mouvement référencé qui soit distinct pour ce cas de déboulonnage. Mais ça s'est passé par un groupe de militants le 22 mai 2020, donc pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique, à Fort-de-France. Et c'est pas un cas de déboulonnage, c'est un cas de destruction de monument, parce que des militants sont venus détruire le monument, le faire valser au sol, et donc le monument il s'est brisé instantanément. Une fois que cette action elle a été faite, au sol, la statue elle a été entièrement détruite, mais elle a été aussi foulée par les militants. Et ça me fait penser aussi à ce qu'une historienne, Jacqueline Lalouette, dit dans un de ses ouvrages, c'est que dans ces cas de déboulonnage face à des figures qui sont coloniales, souvent on a une inversion des rapports et
les personnes qui vont avoir des ancêtres qui ont subi la colonisation vont réitérer les actions qui étaient faites à leurs ancêtres, c'est-à-dire des actions comme maltraiter le corps de ces personnes, les traîner. Donc ces mêmes actions vont être faites sur les monuments. Donc on a vraiment un rapport au corps direct dans ces actions. Et comme c'est le cas pour cette action où le monument est foulé. Et ensuite aussi, c'est important de dire que le monument était recouvert d'un drapeau indépendantiste, rouge, vert et noir, à la fin de cette action. Je vais vous lire le communiqué qui a été transmis par les militants de cette action. Donc, on nous raconte encore que c'est Victor Schœlcher, signataire de l'abolition de l'esclavage français, qui est le sauveur du peuple noir martiniquais. Non, Schœlcher n'est pas notre sauveur. Non, nous ne voulons pas que nos habitations continuent à effacer la mémoire de nos ancêtres au profit de leurs tortionnaires. Donc voilà le communiqué qui a été fait. Je vais revenir ensuite sur la figure de Victor Schœlcher, qui est encore une figure complexe et très controversée. Mais simplement pour rester sur le cas de l'outre-mer, en 2020, il y a 5 des monuments ultramarins à son effigie qui ont été soit tagués, soit abattus, soit détruits, et dont 2 bustes vandalisés en Guadeloupe en 2020, et dont la destruction d'une statue en Guyane aussi en 2020. Donc c'est vraiment une figure qui pose question en outre-mer. Simplement, je vais présenter comment a été érigée la statue aussi. Et la statue, elle a été réalisée par un sculpteur français qui s'appelle Marquet Desvasselot en 1904 à Fort-de-France. Elle est réalisée en marbre, encore en matériaux durs. Elle figure Victor Schœlcher accompagné d'une jeune esclave tout juste libérée. Schœlcher se penche au-dessus de l'esclave avec sollicitude, comme pour l'aider en fait. Et il est très bien vêtu, tandis qu'elle a une simple tunique. Il y a une confrontation dans les proportions, c'est-à-dire que Schœlcher est représenté en faisant une haute taille, tandis que la petite fille est très, très petite. La petite fille regarde Schœlcher, elle porte sa main à sa bouche pour lui envoyer un baiser, donc pour le remercier de la libérer. On voit qu'elle est enchaînée au niveau du pied. On pourrait presque zoomer. Je sais pas si je peux zoomer. Mais on voit qu'elle est enchaînée au niveau du pied. Et Schœlcher, on voit qu'il met son pied sur la chaîne pour signifier l'acte libérateur de Schœlcher. Pourquoi on voit Schœlcher représenté comme ça ? Parce que Victor Schœlcher, c'est une des figures de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Je vais vous présenter ce personnage. C'était un journaliste et un homme politique français du 19e siècle. Il a découvert la vie des esclaves aux États-Unis et à Cuba à la fin des années 1820. Donc il était d'abord pour une abolition progressive de l'esclavage. Et on va voir après, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est qu'il a eu certains textes qui ont été ambigus au début de sa vie. Et puis ensuite, il a été pour une abolition entière et immédiate en 1840. En 1848, il était président de la commission de l'abolition de l'esclavage qui était alors mise en place. Et il était député de la Martinique. Donc il était député de la Martinique, puis de la Guadeloupe. Il a été de nouveau député de la Martinique de 1848 à 1875. Et c'est lui qui fit adopter le décret d'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette abolition de l'esclavage en Martinique. C'est ce qu'on peut considérer sur un point de vue. Sur d'autres points de vue, c'est plus complexe. Donc après sa mort, Victor Schœlcher, il bénéficiait d'une image très positive, avec de nombreux monuments qui lui ont été dédiés, notamment en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, les monuments qui ont été attaqués, que je viens de citer juste avant. Mais il a aussi bénéficié
d'une ville qui a été nommée en son nom en Martinique, la ville de Schœlcher. D'ailleurs, on voit ici que la statue détruite, elle se situe à Schœlcher. C'est un second exemple. Donc pourquoi les militants s'attaquent à cette figure qu'on peut percevoir comme étant abolitionniste? C'est parce que, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, avant d'être un abolitionniste, Schœlcher, il a d'abord signé un certain nombre de textes, c'est ce que j'ai dit juste avant, qui étaient assez ambigus sur l'esclavagisme. Il n'était pas de suite totalement pour l'esclavagisme. Ce qui est complexe aussi, c'est qu'il a certes contribué à l'abolition de l'esclavage en 1848, mais il a aussi accepté l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves après l'abolition. Donc les propriétaires d'esclaves ont touché une certaine somme, tandis que les esclaves se trouvaient presque à la rue, sans rien, comme ça. Donc cette décision, elle est complexe parce qu'elle découle à la fois d'un bras de fer entre les pro-abolitionnistes et les propriétaires d'esclaves. Et on se doute que... c'est plus qu'on se doute, il y a des écrits qui révèlent que Schœlcher n'était pas du tout pour que les propriétaires d'esclaves soient indemnisés, mais qu'au contraire, il ne souhaitait pas cette situation. Donc encore une fois, c'est complexe. Maintenant, on voit que c'est pas simplement la figure qui est attaquée, mais c'est aussi la manière dont elle est représentée et la manière dont elle s'ancre dans l'époque actuelle. Donc, plus que Schœlcher, ici, en fait, on appelle le schœlcherisme la manière de mettre en avant la figure de Schœlcher. Et ce qui est reproché, par exemple, à la statue qu'on voit juste avant, c'est aussi une attitude, c'est l'attitude paternaliste que peut avoir Schœlcher. Donc c'est une figure blanche paternaliste qui est critiquée par les historiens et les militants. Et donc voilà, c'est en particulier ce schœlcherisme qui est reproché, qui est accusé. On lui reproche d'effacer le souvenir de toutes les luttes des esclaves aussi qui ont été réalisées. On ne retient en fait que finalement Schœlcher, la figure encore une fois blanche qui sauve le peuple martiniquais, alors qu'il y a eu des mouvements militants et des luttes en Martinique de la part des esclaves. Donc tout ça c'est reproché à Schœlcher, et puis on le reproche finalement que ce soit une figure imposée par l'idéologie dominante. Donc le but des militants, c'est avant tout de défaire le schœlcherisme, de le déconstruire. Et il y a beaucoup d'autres revendications de la part des militants martiniquais, notamment l'absence de musée de l'esclavage en Martinique, mais aussi la mise en avant tout simplement de figures d'esclaves noirs et des révoltes surtout anti-esclavagistes qui ont été faites et qui ne sont pas représentées. Donc voilà, c'est les trois cas de déboulonnage que j'avais à vous montrer. Et ensuite, je vais essayer de les mettre en lien avec la problématique de la pérennité. Et on va essayer de questionner vraiment la temporalité de ces monuments déboulonnés. Donc déjà, à partir des trois exemples qu'on a vus, on voit très bien qu'il y a trois contextes mémoriels qui sont extrêmement fracturés, et qu'il y a en fait trois conflits mémoriels entre à la fois une population qui revendique d'autres représentations et des représentations qui s'imposent à cette population et qui ne correspondent pas à cette population d'une certaine manière, ou en tout cas à leurs revendications. Donc ces revendications, elles sont permises dans l'espace public. Et ici, on voit que l'espace public, c'est un espace qui est pleinement démocratique.
C'est-à-dire que les militants expriment leur opposition par leurs revendications et qui peuvent se concrétiser par des actions qui sont parfois non autorisées, comme c'est le cas en Martinique, ou qui ici se concluent avec des accords avec l'État qui accepte de déboulonner les statuts en question. Donc on voit qu'à travers chaque exemple, ce qui pose problème, c'est à la fois l'histoire qui traverse les figures qui sont représentées, mais c'est aussi la manière dont elles sont représentées. Et par exemple, le fait de les représenter de manière abondante, d'une certaine manière d'occuper l'espace public, de s'imposer dans l'espace public, et aussi dans la manière dont elles sont représentées, certaines positions, c'est-à-dire les positions paternalistes, les positions conquérantes, les positions d'une manière générale assez dominatrices. Dans les deux premiers exemples qu'on voit ici, on voit un lien direct dans cette manière dont elles sont représentées, ces figures, mais aussi les ambitions de ces personnages historiques. Et au-delà de leur action, on ne reproche pas seulement à ces figures d'avoir agi pour des actions coloniales, mais on leur reproche aussi de coloniser le temps et de coloniser l'espace d'une certaine manière. C'est-à-dire de chercher à s'inscrire, quoi qu'il arrive, dans une postérité en l'imposant à l'autre. Donc justement, ces actions-là de déboulonnage, elles viennent refuser une mémoire collective qui serait imposée, elles viennent contredire l'idée selon laquelle un monument parviendrait à braver le temps et à arriver à une certaine pérennité. Et là-dessus, ça rejoint beaucoup une partie de mes recherches, notamment de mon mémoire que j'ai fait, qui s'intéresse à cette question de la pérennité. Et il y a un chercheur dont je vous ai parlé au début, qui s'appelle James Edward Young, qui est un chercheur américain qui a notamment théorisé tout le mouvement des artistes allemands qui ont fait des contre-monuments dans les années 90, dont Jochen Goers, Esther Schalev Goers et d'autres artistes, Horst OSL ou voilà d'autres artistes. Et donc ce chercheur, il a écrit sur cette question. Il a écrit sur les contradictions qui sont présentes dans le discours qui témoignent des monuments comme de formes qui seraient, quoi qu'il arrive, des formes pérennes. Pour lui, le fait de fixer la mémoire par la pierre, d'ancrer des personnages dans un récit fixe, ce sont des intentions qui peuvent être questionnées. Donc il démontre, par exemple, que la dimension pérenne des matériaux durs, finalement, elle est alternée par des phénomènes naturels. Donc, par exemple, si on prend les monuments aux morts du début du XXe, ils sont érosés, ils sont souvent très mal conservés. Et puis ils ont aussi un message moral qui n'est plus en lien avec l'époque dans laquelle on est. Et donc voilà, pour lui, l'utilisation de la pierre, ça donnerait plus l'illusion d'une forme de pérennité. Et plus que ça, il dit que ces sculptures, en fait, elles seraient en marge de la modernité. Et à ce propos, il écrit la phrase suivante. Le monument, en effet, était traditionnellement défini comme le garant, par l'apparente permanence de son ancrage au sol, de la permanence d'une idée ou des souvenirs particuliers qui lui sont attachés. En fait, le présupposé traditionnel de l'intemporalité du monument en a presque fait une forme en marge du discours moderne. Et en juxtaposant un peu ses recherches à celles d'autres chercheurs comme Pierre Nora, des grands historiens qui remettent en question en fait la capacité mémorielle de ces monuments, il déduit que les monuments dits traditionnels, on pourrait dire les monuments aux morts,
finalement peinent à créer une mémoire collective et ils doivent être repensés. Ça m'amène vers le dernier point que j'aimerais traiter. Donc, vers un nouveau type de monument, c'est tout le propos de mon sujet de mémoire de recherche. Et en fait, à partir de tous ces constats, on peut aller rechercher aussi du côté des artistes contemporains, des contre-monuments allemands, des monuments de Thomas, où il y a clairement un renouvellement dans le choix des figures représentées, dans la manière dont elles le sont, dans les matériaux qui sont utilisés, et puis dans la façon dont ces monuments investissent l'espace, peut-être d'une manière moins imposante. Donc tout ça pour dire que les monuments sont encore des formes qui cherchent à être réinvesties et qui sont encore questionnables et qui donnent lieu à de nombreuses recherches, notamment par des pratiques artistiques. Et je vous mets la bibliographie. Si vous voulez poser des questions. Ouais. Merci, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Je connais bien la Martinique, je connais bien Chelchère et je connais aussi les îles de la Caraïbe. Donc la chose dont vous n'avez pas parlé, et ce qui m'interpelle moi, c'est parce que c'est vrai, on dit déboulonnage, vous avez bien dit que déboulonnage, ça voulait dire aussi autre chose, mais la caractéristique des îles françaises, c'est qu'elles cassent, contrairement aux îles anglo-saxonnes, qui elles déposent, en faisant même des manifestations quelquefois très festives. Je ne sais pas si vous avez vu le déboulonnage de Nelson à la Barbade, c'est une grande fête. Non, mais voilà, ça a été fait aussi à peu près en même temps que, enfin, un peu avant Chelchère, ou à peu près à la même période. Et ils ont organisé une grande fête où on a dit, bon, tous ensemble, allez, on y va, on retire et on va la mettre dans les sous-sols du musée. Alors qu'à la Martinique, on casse. On a cassé la tête d'abord de Joséphine, qui est photographiée derrière, là je l'ai vu. Hein. On lui a d'abord envoyé après du sang, et après on l'a vraiment complètement cassé. Maintenant il n'y en a plus du tout. Donc voilà, ça c'est à mon avis quelque chose qu'il faut voir, parce que même la statue de Schœlcher qui est à l'entrée de la ville de Schœlcher, qui n'a pas du tout la même époque, qui n'avait pas du tout la même stature imposante, machin, truc, voilà. C'était d'ailleurs très très proche d'une autre sculpture d'un artiste très moderne qui était juste à côté, quoi, et qui a été assez consterné de voir, parce que c'était un duo en fait entre la statue de Schœlcher qui était à l'entrée de ville et puis la céramique qui était à l'arrière, et donc c'était deux choses qui se faisaient face à face. Donc en fait je pense que c'est pas tout à fait le même discours, la même façon de faire, parce que d'ailleurs le colonialisme entre les îles anglo-saxonnes et les îles françaises, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Donc il y a aussi un lien. Et puis l'année où ça a été construit, enfin l'année où on a fait les artistes qui ont fait ces œuvres-là, c'était aussi la lignée, parce que faire des représentations des généraux à cheval, on le voit aussi sur le pont à Paris, le roi qui est à cheval, et tout ça, bon, tout ça, voilà. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui est devenu le socle de la statue. Parce que le socle, en fait, il est aussi monumental et aussi inquiétant. Enfin, ça pose problème aussi de voir un socle sans rien dessus. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose quand on voit un socle. Donc, retirer uniquement la statue sans retirer le socle, à mon avis, c'est quand même un peu... Alors, je ne sais pas où il est le socle. Je ne sais pas s'il est conservé au Black History Museum ou pas. Mais donc, je ne peux pas vous répondre là-dessus. En tout cas, merci pour votre intervention, c'était intéressant. Mais je ne sais pas ce qui a été fait du socle. Mais c'est vrai que le socle est au même titre que la statue, très important, parce que en fait, les premières actions, elles se font sur le socle. Parce que les tags se font sur le socle. Et c'est vrai qu'il est plus imposant, en plus, avec le piédestal, qui est très imposant. Donc je pense que c'est ce qui permet aussi de mettre en hauteur la statue, donc de la mettre au-dessus. Donc ça, oui, ça a une grande... Ouais.
Mais je ne sais pas. Et les sculptures modernes contre l'esclavage, en Martinique, il y en a plein. Il y en a dans toutes les communes. Des chaînes ouvertes, des esclaves libérés, etc., etc. Toutes les communes ont leurs sculptures. Donc on ne peut pas dire qu'on manque de sculptures qui parlent de ça en Martinique. En tout cas, c'est les revendications qui sont faites par certains militants. C'était surtout son truc un peu paternaliste qu'ils ont revendiqué, parce que c'est une attitude paternaliste. On ne peut pas reprocher une petite fille d'être petite qu'un homme. A priori, j'ai rien contre non plus le fait. Moi, c'est la destruction des sculptures qui me chagrine. Le fait de détruire, quoi. Parce que c'est vrai que si on veut les supprimer, on les supprime, on les retire. Mais le fait de casser, parce que quelque part, c'est quand même une œuvre d'art. Ouais, je pense que ces destructions, elles viennent suite à des désaccords aussi, avec la mairie, avec l'État. Non, il n'y a pas eu de discussion. Oui, voilà. Il n'y a pas eu. Ça, c'est sûr. Moi, j'aimerais, justement, là où vous dites, madame, c'est quand même un œuvre d'art. Vous avez dit ça. Et j'aimerais interroger Jules. Est-ce qu'il y a dans ces monuments, dans ce que tu sais des monuments, quel est le statut de l'œuvre d'art? Est-ce que, il me semble, en tout cas dans les exemples, il est secondaire. Il vient. D'abord, il s'agit de faire un monument, n'est-ce pas? Que je trouvais que tu nous as bien expliqué, et surtout aussi pour qui ce monument était érigé. Alors, la question, c'est quand même celui-là. Est-ce que, par exemple, qu'on détruit un monument pour des raisons, par exemple, comme tu nous as expliqué, ou est-ce qu'on détruit un œuvre d'art? Et j'aimerais bien savoir plus sur qu'est-ce que c'est la notion d'œuvre d'art d'un homme sur un cheval, 6 mètres de haut, sur une sorte de 12 mètres. Pour le coup, c'est vraiment, de toute façon, on voit les 3 exemples, c'est des figures du 19e siècle et c'est des formes néoclassiques. Donc, c'est des formes qui peuvent être questionnées. Après, le statut d'œuvre d'art, quant à celui de monument, je pense qu'il y a une différence. Parce que monument, le monument est censé créer de la mémoire. Donc, sur le monument, on peut se poser la question de quelle mémoire est créée. Sur le statut de l'œuvre d'art, qu'est-ce qui distingue ça d'une œuvre d'art? C'est plus complexe. C'est vrai que, pour le coup, pour ces monuments-là, c'est des monuments qui suivent des normes très académiques. C'est pour ça qu'on parle de monuments traditionnels. Et qui peuvent être critiqués pour leur manque de singularité ou pour leur intention. C'est vrai que leurs intentions, elles proviennent souvent des figures qu'elles célèbrent. C'est-à-dire les figures qui sont célébrées cherchent avant tout à être représentées. Enfin, c'est vraiment le cas pour le premier exemple. C'est Cecil John Rhodes, c'est vraiment une figure qui cherchait à marquer l'éternité. Et là, on peut se dire, bah oui, est-ce qu'il y a œuvre d'art, quoi? Mais vous avez quand même dit que c'était des artistes qui avaient fait ces monuments. Oui, bien sûr. Donc, si c'est un artiste qui a fait un monument, est-ce que ça veut dire que c'est une œuvre d'art? Ouais. Est-ce qu'on peut aller comment la hiérarchie entre la figure représentée est plus importante que l'artiste qui a fait la statue, qui était longtemps anonyme et qui aurait pu être faite par plusieurs personnes? En fait, c'est plutôt à la fois une œuvre d'art telle qu'on la conçoit au XXIe siècle, ou une hiérarchie inverse où l'artiste est plus important que le portrait enfin, c'est dans le rapport entre la figure représentée versus la figure autrice, qui est peut-être de donner une piste à une analyse de degré d'œuvre artistique versus degré symbolique. Comment j'ai pas. Je pense qu'il y a un document qui peut être intéressant. C'est un catalogue qui a été fait pour les monuments aux morts du XXe siècle. Et qui est le catalogue des fonderies et ateliers de construction du Val d'Oz.
qui donne vraiment une typologie des monuments à reproduire pour les communes françaises. Donc là, on a vraiment une normalisation de la représentation dans le monument. Et pour rebondir sur les artistes qui ont créé ces monuments qu'on a vus, c'est vrai qu'en fait, il y a très peu d'informations sur ces artistes-là. Toutes les informations qu'on trouve, elles sont sur les figures qui sont représentées. Donc, d'une certaine manière, elles semblent secondaires. Donc ça pose un certain nombre de questions. Dans ce catalogue aussi, et pour beaucoup de monuments aux morts du XXe siècle, l'artiste ou le sculpteur, la sculptrice est secondaire. Donc ce qui importe, c'est ce qui est représenté. Bon là, ça va être la mémoire du pays, la mémoire des guerres, et donc voilà, je pense que oui, ça pose des questions s'il y a œuvre d'art ou pas. Là, après la guerre, il y a eu beaucoup de monuments morts qui ont dû être construits dans beaucoup d'endroits. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un catalogue. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les artistes. Mais il y en a certains monuments qui sont quand même remarquables parce qu'ils ont été créés par des artistes suite à des concours qui ont été lancés à cette époque-là. Ouais, bien sûr. Pas tous. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est parce qu'on a eu énormément. Ouais. Schœlcher, on ne l'a pas fait en série. C'est quand même la différence. Mais il faut se remettre dans l'époque. Ouais. Ça, je veux dire, aujourd'hui, on a une vision complètement différente de la sculpture. Et d'ailleurs, vous avez bien montré à la fin, vraiment, là, voilà, aujourd'hui, un monument, c'est autre chose que ce qu'on faisait au 19e siècle et au 20e siècle. Mais de dire qu'il y a une mémoire quelque part, la pérennité aussi, ça voulait aussi raconter une histoire. Alors qu'on soit contre l'histoire, qu'on ait envie de la voir autrement, l'histoire, mais c'est pas forcément la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez parler un petit peu plus de ce monument le Deleuze Monument. Donc, le Deleuze Monument, il a été créé en 2000 pour l'exposition La Beauté. La particularité, je pense, des monuments, c'est qu'il n'y a pas simplement une sculpture figurative de la personne, comme là pour le coup j'ai pris l'exemple de la sculpture de Deleuze, mais il y a aussi une partie informative, c'est-à-dire que c'est un monument dans lequel on peut se renseigner sur Gilles Deleuze. Il y a des livres à disposition, il y a des vidéos de l'ABCDR, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a aussi un autel, il y a l'autel avec des objets pour célébrer le philosophe, et ensuite il y a aussi le rocher qui est quand même inspiré des stèles qu'on a dans les monuments aux morts. Mais donc il y a 4 parties au sein du monument, déjà, dans ce monument. J'en ai mis qu'une, mais il y a 4 parties au sein du monument, et surtout après au niveau des matériaux, c'est fait principalement à partir de carton, de scotch. Après, je sais pas, peut-être que tu peux compléter, hein, mais c'est... Oui, tu l'as dit, il y a 4 éléments, ça c'était important. Ensuite, important, c'était où c'était. C'était dans une cité, en avion. Important, c'était aussi avec qui tu as fait, avec les habitants. Et ici, c'est le deuxième que j'ai fait d'une série de 4. Et celui-là, il a la particularité que c'était un échec. Parce que moi, j'avais prévu de faire ça beaucoup plus longtemps. Et que ça durait à peu près 2 semaines. Parce qu'après 2 semaines, l'énergie de quartier n'était plus là pour tenir ensemble ce monument. Et on a dû le démonter. C'est pour ça que moi, comme artiste, j'ai appris que si je veux travailler avec les habitants d'une cité ou avec des habitants qui ne sont pas liés à l'art ou qui ne sont pas déterminés à l'art, a priori, il faut que moi-même, je suis présent. C'est pour ça que j'ai inventé, grâce à cette sculpture et cette expérience, présence et production. Et les autres projets que j'avais faits, c'était avec ma présence et ma production, avec les habitants. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était un monument charnière
charnière de comment le temps est important. Comment, là, le temps était déterminé par les faits de l'énergie qui n'était plus disponible pour le tenir. Et c'est pour ça qu'après, moi, je détermine avant la durée du monument. Et ça, c'était une expérience que j'ai pu faire, que j'appellerais un échec ici. Et juste, dernière chose, c'était pas l'échec total, comme partout dans l'art, les échecs sont pas totaux, parce qu'il y a 2 ans, on a fêté les 20 ans, c'est-à-dire les 21 ans exactement, parce qu'à cause du Covid, du développement d'écran, on a avec les gens, notamment, c'était leur idée d'ailleurs de le faire. Un des travailleurs sociaux qui avait fait ça avec moi. Donc l'échec n'était pas total. Est-ce que vous voulez dire qu'au bout de 15 jours, l'énergie n'était plus là? C'était parce que j'étais pas là. J'ai pas réalisé que quand on fait avec les habitants un projet comme ça, avec les livres, avec les téléviseurs, avec des choses qui, je sais pas, qui sont les lumières et tout ça, qui doivent être, on doit s'en occuper. Et moi, je suis parti sans m'en occuper. Donc c'est ma faute. Hein. Vous avez choisi des matériaux qui n'étaient pas pérennes dès le départ. Oui, ça, c'était clair que ça n'aura pas dû durer pour toujours. La durée était, je crois, c'était une exposition collective qui s'appelle La Beauté. Je crois pendant 2 mois. Bon, pendant 2 mois, ça peut tenir. Et d'ailleurs, les autres projets que j'ai faits, c'était 2 mois, 3 mois, 4 mois, toujours. Ça tient. Mais parce qu'il manquait, moi, ou quelqu'un qui s'en occupait, je n'avais pas prévu ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'énergie. Et donc, il a fallu démonter. Par exemple, les télés il y avait des télés qu'on a fait avec des entretiens avec des gens de la cité, mais les télés étaient détournées pour autre chose, pour faire autre chose. Donc ça ne faisait plus de sens, vous voyez. Les lumières n'étaient plus allumées, etc. Parce que tout simplement, il y avait personne qui était là pour allumer. Il y a d'autres questions? Non. Bah, merci. Merci.
Ils en parlent beaucoup là-bas. Ça, c'est une vague. En fait, il y a eu beaucoup plus grand nombre de données, c'est des centaines sur l'année 2020. Merci. Merci. Tu parles? Merci, oui. Merci pour l'invitation. Oui, bien sûr. Salut Thomas. Bon, alors nous aussi, on va échanger nos mails. Alors, j'ai donné. Et puis je vais dire à Marianne que je vais rencontrer. Et puis, voilà, c'est un jour à 3, à la limite. Vous voulez prendre un café après ensemble. Moi, j'aimerais bien faire une thèse sur la sculpture dans l'espace public. Donc, j'aimerais bien continuer sur cette idée. Historien d'art. Là, c'était plus une intervention historien, mais c'était un moment de. Et là, vous voulez faire un savoir en quelle université vous voudriez continuer. Alors, moi, j'ai été suivi par Hélène Gaston, je sais pas si vous connaissez. Et elle part à Bordeaux. Elle m'a dit que éventuellement, Ça sent fort. notamment en IRSF aussi,